Cette séquence aborde les caractéristiques spécifiques du contentieux administratif. Commençons par l'analyse de la requête et de sa recevabilité. L'article R411-1 du Code de justice administrative dispose que la juridiction est saisie par une requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans le cadre de la requête sommaire, l'énoncé des faits peut être succinct, mais il doit, quoi qu'il en soit, être complet. Les faits énoncés doivent aussi être contemporains de la décision, mais ils peuvent être antérieurs s'ils explicitent les raisons de la requête. En revanche, les faits postérieurs à l'introduction de la requête ne sont pas nécessairement sans effet, dès lors qu'ils révèlent une situation antérieure. Ce sera le cas, par exemple, du refus d'un maire d'autoriser l'ouverture d'un commerce. Si l'on découvre postérieurement qu'il a accordé une autorisation d'ouverture pour le même commerce sur le même secteur géographique, mais à une autre personne, laissant douter de la légalité du refus. La requête doit encore être motivée. Elle doit l'être en fait, comme nous l'avons dit, mais elle doit aussi comporter l'énoncé des moyens de droit qui soutiennent la demande, c'est-à-dire des dispositions légales ou réglementaires dont on estime qu'elles ont été méconnues. L'objet de la requête doit aussi être clairement défini. On souhaite l'annulation d'un acte, la réformation d'un acte ou la condamnation de telle ou telle personne publique, entre autres, même si le juge demeure indulgent lorsque la requête est présentée sans avocat et interprète largement ce qui est écrit. Les moyens se cristallisent dans le temps. Dans les 2 mois du dépôt de la requête, le débat juridique va en effet se figer. Il est donc important pour le requérant de soulever un moyen et tous les moyens, c'est-à-dire développer un élément justifiant la demande contenue dans sa requête, dans chacune des causes juridiques qui existent. La légalité externe, par exemple, comprend l'incompétence du signataire de la décision, et la légalité interne, par exemple, la violation de telle disposition d'une loi. S'il ne le fait pas, il ne sera plus recevable à le faire après l'expiration du délai de 2 mois. Voyons maintenant quelle peut être l'argumentation de base de la défense, c'est-à-dire les fins de non-recevoir. L'administration, qui défend le plus souvent, peut soulever l'incompétence de la juridiction administrative, l'incompétence au sein de la juridiction administrative du tribunal administratif en premier ressort, voire l'incompétence territoriale du tribunal administratif. Le non-lieu à statuer, le cas échéant, cela a déjà été évoqué précédemment. On peut également opposer des prescriptions applicables aux créances publiques. Nous évoquerons ici tout d'abord celles que l'on peut désigner comme les créances ordinaires, c'est-à-dire les créances étrangères à l'impôt et au domaine, pour lesquelles on applique une prescription de droit commun de 5 ans, comme en dispose d'ailleurs l'article 2224 du Code civil. Mais qu'en est-il des autres créances publiques, c'est-à-dire celles qui sont dites non ordinaires? La prescription résulte de l'application de règles spéciales, prévues à titre d'exemple dans la loi du 31 décembre 1968, qui précise que les dettes des collectivités publiques sont prescrites au terme d'un délai de 4 ans, à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Par exemple, pour une dette née le 20 avril 2020, le décompte de la prescription commence à compter du 1er janvier 2021 pour s'éteindre le 1er janvier 2025. Des irrecevabilités peuvent également être soulevées par l'administration. D'abord contre l'auteur du recours. On peut en effet contester sa capacité juridique pour agir. Une personne physique doit en principe être majeure et ne pas être sous tutelle. Une personne morale doit en principe être représentée par la personne physique qui la représente légalement. Par exemple, son gérant pour une SARL, son président habilité pour engager un contentieux associatif. On peut aussi contester l'intérêt pour agir, qui va lui s'apprécier à la date de l'introduction du recours et par rapport aux conclusions de la requête. Par exemple, pour une décision de fermeture d'un débit de boisson, seul le gérant, le propriétaire de l'établissement, peut la contester. On vous dit encore que l'intérêt à contester doit être personnel, direct et certain. Ainsi, un fonctionnaire n'a intérêt à contester une décision d'avancement de grade ou de nomination concernant un autre fonctionnaire que si cette décision a des conséquences sur sa propre situation. On peut aussi soulever des fins de non-recevoir contre l'objet du recours.
Rappelons ainsi qu'en excès de pouvoir, comme en plein contentieux indemnitaire d'ailleurs, on conteste une décision. Il faut donc la produire, sauf si elle est implicite. Dans les cas énoncés, s'il n'y a pas de décision attaquée ou s'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire, la requête sera nécessairement irrecevable. Par ailleurs, il faut savoir aussi que certaines décisions ne font pas grief et ne peuvent donc être contestées utilement devant le juge. Une mesure préparatoire, un avis consultatif, une lettre d'information, entre autres, ne sont pas contestables. De même, l'objet de certaines conclusions est irrecevable. Par exemple, demander au juge d'enjoindre à l'administration de faire ceci ou de faire cela, sans lui demander d'annuler préalablement une décision. On peut enfin opposer la forclusion du recours, lorsque le délai de 2 mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, est écoulé à la date d'enregistrement de la requête. Ainsi, s'agissant d'une décision notifiée le 14 février, le recours pour excès de pouvoir peut être accueilli jusqu'au 15 avril au soir. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, c'est-à-dire c'est un dimanche ou un jour férié, l'expiration du délai est reportée jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Plus généralement, depuis l'arrêt du Conseil d'État Xabaj du 13 juillet 2016, une limite a quand même été posée, puisqu'une requête, introduite au-delà du délai d'1 an contre une décision qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, sera désormais irrecevable. Ce délai de forclusion, qualifié de délai raisonnable, est commandé par le principe de sécurité juridique qui protège les actes de l'administration. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une requête doit exposer des faits, qu'une requête doit être motivée, même sommairement, c'est-à-dire indiquer les raisons juridiques pour lesquelles on conteste une décision. Elle doit encore être signée. Enfin, la partie adverse peut soulever des fins de non-recevoir, compétence, prescription, irrecevabilité ou forclusion. Il est important d'y répondre afin que le juge puisse se prononcer utilement sur les prétentions de la requête.